Bienvenue dans votre journal Afrique. Au menu de votre Partie Mag, l'immigration vers l'Europe, les drames des migrants, source d'inspiration pour les romanciers. Silence du cœur vient de paraître, la critique d'Africulture à découvrir. Et puis dans votre séquence Histoire, les routes africaines, des projets sur des décennies, 45 ans après, où en est-on de la transsaharienne Alger-Lagos? On replonge avec Slimane Zeguidour dans ce chantier titanesque qui date des années 60. Mais avant le mag, place à l'actualité, c'est parti. L'opposition togolaise retrouve son souffle. Des milliers de personnes ont manifesté ce mardi. Si à Lomé, ils ont défilé sans heurts, dans les fiefs de l'opposition, les manifestations ont été réprimées. Les premières patrouilles du G5 Sahel déployées, 500 militaires sont mobilisés, mais la force conjointe manque de moyens, seul un quart du budget est assuré. Dernier préparatif avant la fête du Magal au Sénégal, Dakar se vide peu à peu, l'effervescence gagne les gares routières, tous les pèlerins convergent vers Touba. La contestation reprend au Togo. Malgré une série de mesures annoncées hier par le gouvernement, des milliers de manifestants sont descendus dans la rue, notamment dans les fiefs de l'opposition. Récit de cette journée avec Frédéric Schneider et Emmanuel Sodji. Sokodé, le cœur de la protestation. Tôt le matin, les manifestants sortent, mais ils n'iront pas loin. Selon plusieurs témoignages, des éléments du corps d'élite de l'armée, en treillis noirs et cagoules, ont pourchassé et tabassé des manifestants. À Lomé, la capitale, même colère. Mais ici, les forces de sécurité ne chargent pas, la foule ne gronde pas moins. Malgré tout, la marche se déroule dans le calme. Le mot d'ordre est toujours le même. Le Togo, c'est pas un royaume. 50 ans de pouvoir, ça suffit. On ne veut plus être pouvoir. Mon fils peut être pouvoir. Moi-même, je peux être président. Donc, je suis sorti. Si je vais mourir pour mon pays. Je me bats pour ma nation. Je sors mes vides, sans armes. 50 ans de pouvoir, ça suffit. Ce lundi, le président Faure Gnassingbé a tenté de calmer l'opposition en annonçant une série de mesures. Le pouvoir promet la libération de 42 manifestants et un dialogue avec l'ensemble de la classe politique. On a déjà traversé 25 dialogues. Qui doit avoir dialogue, oui, ça va être celui-là qui va porter sur comment libérer définitivement notre pays du joug de la dictature cinquantenaire. Mais toute l'opposition ne semble pas du même avis. Les partisans de Jean-Pierre Fabre, chef officiel de l'opposition, sont sur une ligne moins radicale. Ils se disent à nouveau ouverts au dialogue. Le bilan des victimes, ce premier jour de manifestation, n'est pas connu. Mais dès ce mercredi, les Togolais mécontents prendront à nouveau la rue pour exiger la démission de leur président, Faure Gnassingbé. C'est aussi une marche de la colère en Guinée. Un cortège de journalistes contre les violences qu'ils subissent. Ils dénoncent la répression des forces de l'ordre après l'incarcération de leurs confrères. On écoute l'un des manifestants. Nous venons à La Hague pour dire stop au musellement de la presse, pour dire stop au bâillonnement de la liberté de la presse dans notre pays, pour dire plus jamais de violence sur les journalistes, parce que La Hague aujourd'hui apparemment veut faire taire la presse privée, ce qui ne va pas marcher, parce que cette liberté a été acquise, c'est au bout d'un combat, donc on ne va pas se laisser faire. Les forces du G5 Sahel en action sur le terrain. Après des mois de tournées diplomatiques, d'inauguration des bases, les premières patrouilles sont déployées, mais beaucoup de questions restent en suspens. Et la première, celle du financement. Le point avec Pascal Vessé. Ces soldats maliens entassés dans des pick-up font partie de la toute première opération du G5 Sahel, une force conjointe qui mobilise depuis le 1er novembre près de 500 militaires venus aussi du Niger, du Burkina Faso, de Mauritanie et du Tchad. À leur côté, un soutien logistique aérien crucial, les 4000 hommes de l'opération française Barkhane, toujours présents dans la région. L'objectif de cette mission inédite est de contrer avec peu de moyens les groupes djihadistes liés à Al-Qaïda, très actifs dans cette immense zone désertique. Autre objectif des pays du G5 Sahel, une meilleure coordination. Depuis le début de l'opération, nous avons rencontré quand même quelques petits problèmes d'ordre logistique qui ont trouvé solution au fur et à mesure.
En termes de force de défense, par exemple, c'est avoir les moyens nécessaires par, bien sûr, un accroissement de plus en plus grand de nos effectifs sur le terrain, pouvoir mieux rayonner dans les zones. D'ici mars 2018, les pays du G5 Sahel espèrent mobiliser 5000 hommes. Problème, pour rendre cette force conjointe opérationnelle, ils ont besoin de 423 millions d'euros. Mais pour le moment, ils sont encore très loin du compte, avec seulement un quart de la somme. Quel statut pour le Sahara occidental? Pour le roi Mohamed VI, l'autonomie est l'unique voie pour régler le conflit. Mais attention à certaines conditions. Il a réaffirmé sa position à l'occasion des 42 ans de la Marche verte, époque où le Sahara occidental est repassé sous le giron marocain. On l'écoute. Aucun règlement de l'affaire du Sahara n'est possible en dehors de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara et en dehors de l'initiative d'autonomie dont la communauté internationale a reconnu le sérieux et la crédibilité. Les expériences passées devraient permettre de méditer sur une évidence. Le problème n'est pas tant de trouver une solution à cette affaire, mais plutôt d'arriver à définir le processus à suivre pour y parvenir. Il appartient donc aux partis à l'origine de ce conflit monté de toutes pièces d'assumer pleinement leurs responsabilités dans la recherche d'un règlement définitif. Les révélations du Paradise Papers continuent de défrayer la chronique. Cette enquête internationale lève le voile sur les milliards cachés dans les paradis fiscaux. Des sommes qui proviennent parfois de transactions douteuses sur le continent. Le rachat des mines du Katanga en RDC par exemple. Le géant des matières premières Glencore est directement visé. Marie Valeret nous raconte. En 2007, Glencore souhaite prendre le contrôle de ce gisement de cuivre détenu par l'État. Pour l'acquérir à bas prix, la société fait appel à Dan Gertler. Cet Israélien à la réputation sulfureuse est un ami du président congolais et de son conseiller Augustin Katumba. En échange, Glencore lui prêtera 45 millions de dollars. Les documents montrent que Glencore a caché ses liens réels avec un homme d'affaires israélien, Dan Gertler, et qu'il n'a pas hésité à travailler avec lui alors qu'il était déjà soupçonné de corruption. L'homme parvient à réduire les droits d'exploitation de 580 à 140 millions de dollars. Une économie non négligeable au détriment des Congolais. C'est de l'argent perdu pour la santé, l'éducation, les services publics, mais aussi, quand on parle de corruption et de blanchiment d'argent, c'est cet argent qui maintient les dictateurs au pouvoir. L'enquête épingle aussi le financier Jean-Claude Bastos. Le Suisse gère le fonds souverain de l'Angola. Entendez 5 milliards de dollars, l'argent des Angolais donc. Problème, il est l'ami du fils de l'ancien président angolais, José Filomeno dos Santos, qui n'est autre que le directeur du fonds. Jean-Claude Bastos se défend. Il n'y a pas et il n'y a jamais eu de conflit d'intérêts. Frais de gestion exorbitants, juteux dividendes. Les activités de sa société révélées dans les Paradise Papers sont plus que suspectes et montrent là encore le vrai visage de la finance internationale. Au Mali, l'enquête sur la disparition du journaliste Birama Touré est-elle en passe d'être réouverte? En tout cas, les révélations du journal Le Pays ont obligé les juges à tenir une audience. Ils ont entendu le directeur de la publication. Selon des témoignages recueillis, Birama Touré aurait été détenu dans une prison secrète de la sécurité d'État alors qu'il enquêtait sur le fils du président Karim Keïta. Des nouvelles informations déterminantes selon les soutiens de Birama Touré. Après ces révélations, tout le monde s'attendait à ce que la manière dont notre confrère a été convoqué, que le directeur de la sécurité d'État soit entendu par le même juge. Mais peut-être dans l'avenir, ça va se faire. Que Karim Keïta, l'honorable Karim Keïta qui a été cité dans cette affaire, soit aussi entendu. Donc pour nous maintenant, c'est une bonne nouvelle, on peut applaudir. Donc c'est une bonne nouvelle. Dans peu de temps, on saura si notre confrère va nous revenir ou bien si on doit faire son deuil. Le Sénégal va tourner au ralenti pendant quelques jours. C'est la grande ruée vers la ville de Touba. Des milliers de Sénégalais vont y célébrer mercredi le Magal, une fête religieuse de la confrérie des Mourides. Ambiance à Dakar à quelques heures de ce pèlerinage. Un reportage d'Emmanuel Godard, Margot Chevance et Tchèque Berthet. Amadou n'a pas fermé sa boutique, mais il n'a pas beaucoup de clients depuis hier. Ce mercredi sera célébré le Magal, la grande fête religieuse de la confrérie des Mourides. Elle marque le début de l'exil au Gabon de son fondateur, Cheikh Amadou Bamba. Et en ce moment-là, tout est en stand-by. Ici, il n'y a que nous, les commerçants, qui sont là en ce moment parce qu'il n'y a plus de clients. On attend juste la semaine prochaine pour la reprise des activités. Tous les pèlerins se réunissent à Touba. C'est le grand départ. Dakar se vide peu à peu de ses habitants. Les échoppes ferment les unes après les autres.
Leurs propriétaires vont prendre le bus pour la ville sainte. À la gare routière de Pikine, en banlieue, c'est l'effervescence. Les bus sont bondés. Mandiaye ne pourra pas partir aujourd'hui. Il n'a pas trouvé de place. Il est déçu mais pas résigné. Il va au Magal depuis son enfance. Depuis ce matin, nous sommes là pour partir à Touba. Mais il y a la rareté des voitures et les chauffeurs ont augmenté les prix. Mais en tout cas, de toute façon, même si nous pouvons partir en pied, nous le ferons. Les chauffeurs ont triplé les prix des billets pour les retardataires. Ceux qui ont réussi à avoir une place sont là depuis l'aube. Encore quelques heures de patience dans la chaleur du bus avant le départ. 200 km entre Dakar et Touba, une route dangereuse. Je vais rouler doucement. Dieu nous protège sur la route. Personne ne souhaite avoir d'accident. Quand tu transportes des personnes, tu veux les emmener en paix et revenir en paix. À l'arrivée à Touba, les pèlerins pourront prier une semaine tous ensemble. Ils feront des offrandes à la gloire de leur prophète. 3 mois après la coulée de boue qui a ravagé la Sierra Leone, faisant plus de 600 morts et des centaines de disparus, que sont devenus les sinistrés? Comment sont-ils pris en charge? Comment revivre après la catastrophe? Élément de réponse avec Frédéric Schneider. Une vie précaire sous des tentes en toile, un accès à l'eau limité. Près de 3 mois après la gigantesque coulée de boue qui a fait plus de 500 morts à Freetown, le quotidien des rescapés de cette catastrophe, comme celui d'Aminata Camara, n'a pas vraiment évolué. À la détresse matérielle s'ajoute pour ces milliers de sans-abri la détresse psychologique. Depuis que j'ai perdu mon enfant, quand je regarde les autres avec leur bébé, je ressens la perte et la douleur de mon enfant. Je ressens du chagrin et de la désolation. Mais mes amis s'assoient, me consolent et me demandent de trouver du courage. Et j'essaie de reposer mon esprit. Pourtant, le 15 novembre prochain, le gouvernement veut fermer ses camps de fortune. Après l'épidémie Ebola, le pays tente de redresser la tête. Les autorités craignent par-dessus tout que cette situation devienne définitive. Selon eux, les risques liés à la protection sociale des personnes dans les camps, à la santé publique, et les risques de créer une culture de dépendance qui empêche les gens de poursuivre leur vie sont très élevés. Pour ces rescapés, une enveloppe de 250 € et quelques biens de première nécessité sont prévus, subventionnés par les Britanniques. Mais avant tout, ce sont de maisons dont ces rescapés ont besoin. Nous n'avons aucune idée de ce qui pourrait arriver ensuite. Si un projet de développement de logement est en cours, nous ne sommes pas impliqués. Le logement abordable que le gouvernement construit, on nous a dit que nous devions l'acheter. Je n'ai pas l'argent pour le faire. D'où aurais-je l'argent? Plus de 3000 personnes sont sans abri depuis le mois d'août dernier. À ce jour, seulement une 60aine de maisons ont été construites pour les victimes. À suivre dans votre journal Afrique, Alger, Lagos, est-ce que la transsaharienne verra-t-elle le jour? Slimane Zeguidour nous raconte 46 ans de travaux, mais tout de suite, on s'arrête sur le sort des migrants en Sicile dans une fresque littéraire. Aminata Haïdara, journaliste pour Africulture, nous a rejoint. Aminata, vous avez choisi de nous faire découvrir le nouveau roman de Mohamed Bougar Sarr, Silence du cœur. Le romancier s'attaque à la thématique brûlante de l'immigration. Oui, en effet, Silence du cœur, c'est le deuxième roman de l'écrivain Bougar Sarr, Mohamed Bougar Sarr, et qui nous parle de l'immigration irrégulière de l'Afrique vers l'Europe. Il le fait à travers l'histoire de 72 hommes, 72 migrants venant de différents pays d'Afrique, qui s'installent dans un village en plein milieu de Sicile. Et en fait, il le fait à travers leur passé, leur présent. Il s'occupe de décrypter leurs sentiments, leur quotidien. C'est très important parce qu'il arrête d'avoir la vision que souvent on peut trouver chez d'autres écrivains. Il nous propose un regard plus intime. Voilà, c'est pas une masse indifférenciée, mais c'est vraiment un regard intime sur leur parcours personnel, sur les ressentis aussi des locaux siciliens. Donc, il s'occupe de montrer ce silence du cœur, dans le sens, le silence de qui ne peut pas s'exprimer, de qui a des souffrances enfuies, ou aussi le silence de qui a un manque d'empathie, voire d'agressivité, et qui a une sorte de haine vis-à-vis des migrants. Il interprète tous les degrés de l'accueil, on va dire. Et il utilise plusieurs formes narratives dans un même roman.
Expliquez-nous. Oui, il utilise plusieurs voix, donc il y a une voix narrative de base, on va dire. Et ensuite, il y a plusieurs parties qui sont confiées à un journal intime, ou bien à des actes judiciaires, à des papiers journalistiques, et aussi une pièce de théâtre, on peut trouver aussi à l'intérieur. Et justement, Sarr est en train de s'imposer comme une figure montante de la littérature. Oui, c'est son deuxième roman, on l'a dit. Et le premier, Terre Sainte, a reçu deux grands prix, le prix du roman métis et le prix Kuruma, et en 2015. Et en fait, la spécificité de Sarr, c'est celle de se définir un écrivain qui est un historien du détail présent. En fait, c'est ce qu'il souhaite, c'est-à-dire s'attaquer toujours à des éléments de l'actualité pour nourrir une réflexion plus profonde, pour porter à la surface des sujets. Et justement, comment il arrive à pousser le lecteur dans ses retranchements par rapport à l'actualité? Par exemple, dans Terre Sainte, il s'était concentré sur la thématique de l'intégrisme religieux au nord du Mali. Il avait questionné des thématiques comme la justice, le sens de la responsabilité, la lâcheté, le courage, etc. Voilà. Et sur le thème de la migration, quelles questions il a posées? Il a posé plusieurs questions. Par exemple, il s'est intéressé aux thématiques comme le vivre ensemble. Qu'est-ce qu'est un migrant? Pourquoi on le définit comme ça alors qu'il s'installe quelque part? Et c'est pour ça qu'il décide d'ailleurs de donner au protagoniste de ce roman le nom de ragazzi, qu'en italien signifie jeune homme, et de comprendre aussi la signification du mot attente. Pourquoi l'attente peut usurer les relations entre ces personnes et les locaux qui les accueillent? Pourquoi l'attente empêche d'envisager un futur sans document, par exemple? Est-ce que finalement sa force n'est pas de coller à l'actualité pour permettre une réflexion? Exactement, oui. C'est ce qu'il a toujours fait et c'est ce qui lui intéresse le plus. C'est ça, de vraiment s'attacher aux détails. Si Sarr a une obsession, il le disait d'ailleurs il n'y a pas longtemps lors d'une table ronde, c'est celle de s'attacher aux détails de façon obsessionnelle, les détails de l'histoire pour développer, comme je l'ai dit, des thématiques actuelles. Et c'est une démarche de plus en plus actuelle chez les écrivains? Oui, exactement. Et c'est ce que j'ai pu constater aussi en fin octobre lors d'une table ronde organisée par les universités de présence africaine. Dans cette table ronde, Sarr notamment expliquait, avec d'autres écrivains, l'importance d'avoir toujours un regard entre la proximité et la distance aussi vis-à-vis des sujets du sujet migratoire et des sujets qu'il incarne. Et j'aimerais à ce propos citer une phrase qu'il a dit. Il a dit « J'ai partagé des matchs de foot, des repas avec les migrants rencontrés en Italie, mais j'ai aussi pris la distance nécessaire et peut-être la cruauté de dire les choses pour ce qu'elles sont et pas pour telles que je voudrais qu'elles soient. » Donc c'est très intéressant ça, parce que c'est vraiment un souci de réalisme qu'il a eu et qui lui empêche, disons, de plonger dans deux pièges, le piège du misérabilisme, comme aussi le piège d'un détachement froid. Voilà. Merci Aminata. Silence du cœur, deuxième roman de Mbougar Sarr, est paru chez Présence africaine cet automne, et votre confrère Amidou Anne en parle sur afriqueculture.com. Mais Aminata, restez avec nous, ce sujet est dans la même tonalité, culture et migration. On prend la direction de Paris où un atelier accueille les artistes en exil. Dans ce lieu unique, ils ont un espace pour créer, échanger, mais aussi recevoir un soutien psychologique et administratif. Pascal Achard et Martin Van Den Bosch les ont rencontrés. Je suis le fils d'un sans-papier. Je suis la fille sans-papier. Je suis la mère de famille sans-papier. Je suis l'âme vivante des sans-papiers qui ont péri dans le bleu. Parce que le prix de la liberté peut coûter jusqu'à l'âme, je suis sans-papier. Et vous, qui êtes-vous ? Son portrait, son identité, tracée avec ces mots. Le poète soudanais Mohamed Nourouana a enfin trouvé ici, à l'atelier des artistes en exil, un espace pour créer, s'exprimer. J'ai des amis qui m'ont contacté parce que j'écrivais souvent sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et il y a beaucoup de personnes qui lisaient, qui étaient touchées par la poésie que je postais. Du coup, je me suis installé avec d'autres artistes, j'ai fait des connaissances et c'est devenu une deuxième maison pour moi. Une deuxième maison et un lieu associatif unique, ouvert en septembre dernier, qui occupe tout l'étage d'un immeuble parisien désaffecté. Ici, une centaine d'artistes de tous horizons sont accompagnés dans leur processus de création. Le point commun, ce sont tous des artistes en exil. Donc l'exil sous-entend tous les statuts possibles. Tous les artistes sont les bienvenus.
Les artistes se partagent en journée la dizaine d'ateliers, studios d'enregistrement et de répétition mis à leur disposition par l'association Emmaüs. Le but est de leur donner une visibilité, mais aussi de les aider dans leur parcours de vie. Accompagner un artiste en exil, c'est d'abord accompagner quelqu'un qui est en exil. Et pour ça, on a constitué maintenant un pôle de personnes militantes, que ce soit des avocats, des assistantes sociales, des psys, qui sont OK pour travailler avec ces personnes-là de façon gratuite. La question d'aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on pérennise cette expérience, comment on lui permet de se développer. Et on veut ouvrir une classe de français, on voudrait continuer à accompagner de mieux en mieux tous les artistes qui sont à l'intérieur. Car ce havre de paix reste éphémère, les locaux sont menacés de destruction. En attendant, des amitiés et des projets solides se construisent ici et les artistes viennent de plus en plus nombreux. Mohamed Nourmouana, lui, a mis ses poèmes en musique et écrit son deuxième roman, témoignage sur les conditions de vie et d'accueil des réfugiés en Europe. Place maintenant à notre séquence Histoire. Slimane Zeguidour est avec nous. Cette semaine, Slimane, vous abordez le mythique projet de la route transsaharienne entre Alger et Lagos. Alors pourquoi cette transsaharienne est si importante ? Elle est importante parce qu'elle va être une veine jugulaire entre le cœur de l'Afrique et le Nord pour acheminer les richesses, les hommes, les idées, bref, ce que les routes ont toujours fait en Afrique. Jusqu'ici, c'était des routes caravanières. Mais aujourd'hui, on est dans les routes modernes. Simplement, il faut juste rappeler que le continent africain a le réseau le moins dense de routes. Allez, je vous donne 2 chiffres. Dans tous les pays d'Afrique, c'est-à-dire 30 millions de kilomètres carrés, 22% des terres émergées, il y a moins de 2 millions de kilomètres, d'ailleurs pour moitié non bitumés. Moins de 2 millions pour tous les pays d'Afrique. La France, elle seule, en a 1 100 000. C'est vous dire combien le réseau est très dense. Et déjà à l'époque coloniale, pour faire un petit peu d'histoire, parce que tout ça a un arrière-plan historique, si on remonte au 19e siècle, on va voir une caricature coloniale britannique qui nous montre un colon qui rêve d'enjamber tout le continent africain, du Caire au Cap en Afrique du Sud. C'était tout ça un domaine anglais, 10 000 kilomètres carrés. À la même époque, comme l'Afrique révélait ses richesses et que l'appétit entre les puissances coloniales était féroce, on avait pensé à des réseaux de chemin de fer. Et vous allez voir, il y a une carte assez fascinante du monde qui attribue à l'Afrique des lignes nord-sud et est-ouest pour drainer les richesses et en même temps acheminer des troupes. Mais je vois votre question poindre. Vous allez me dire, et aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, on va regarder une carte et on arrive à notre sujet. C'est-à-dire, oui ? La route Alger-Lagos, c'est quand même 46 ans de travaux. Oui. Pourquoi aujourd'hui elle n'est pas finie ? Elle n'est pas finie parce que d'abord, c'est quand même 5000 kilomètres de route bitumée à travers les déserts les plus inhospitaliers du monde. C'est-à-dire qu'on peut faire 1000 kilomètres sans retrouver une habitation, un puits d'eau. Il y a déjà ça. Ouais. D'autre part, il y a la pauvreté de la région. Effectivement, vous avez raison de rappeler que cette route a été mise au point juste après les indépendances. Et elle devait relier Tunis et Alger avec Bamako, N'Djamena, Niamey et Lagos. Bon, les instabilités politiques, la pauvreté, le mouvement du yo-yo du prix des revenus pétroliers, tout ça a fait que ça a tardé. Mais sur la carte qu'on voit, il y a 9 axes routiers qui sont en construction difficilement à cause de l'instabilité et des guerres, mais l'axe Alger-Lagos est quasiment achevé et il rentrera en service l'année prochaine. Il ne reste plus que quelques centaines de kilomètres à bitumer à l'intérieur du Niger et en Algérie. Est-ce qu'il y a d'autres grands projets de route à la transsaharienne ? Il y a des trajets comme on venait de le voir sur la carte. Par exemple, il y a un axe Maroc-Mauritanie, il y a un axe Libye-Tchad, un axe Égypte-Soudan qui devrait aller jusqu'au bout de l'Afrique. Mais ceci, c'est les routes. Il y a aussi le rail. Le rail, l'Afrique a le réseau le plus faible, c'est-à-dire 50 000 kilomètres, soit 5% du réseau mondial des chemins de fer. Mais elle fait des progrès, notamment grâce aux Chinois. On va voir sur une carte comment les Chinois, ces 10 dernières années, ont ajouté à ces 50 000 kilomètres presque 5 000 kilomètres. Et ils sont en train de terminer la première ligne de chemin de fer qui va relier la Tanzanie à l'Angola, c'est-à-dire traverser de part en part l'Afrique d'Est
en ouest. Et ce n'est pas fini, il y a encore d'autres projets de rails. Merci beaucoup Slimane Zeguidour pour votre éclairage. Et avant de se quitter, on en parle ce jeudi. L'école en Afrique, une fabrique d'illettrés. C'est la question de la semaine. La Banque mondiale sur le développement alerte sur la baisse drastique du niveau scolaire en Afrique. Certes, le taux de scolarisation progresse, mais le niveau des élèves chute. Pourquoi cette dégradation alarmante du niveau? Une question de moyens ou de motivation des élèves et enseignants? Comment inverser la tendance? On attend vos réactions et réponses sur notre page Facebook. C'est la fin de cette édition. À demain pour un nouveau Journal Afrique.